La Réserve fédérale des États-Unis ne montera pas son taux d'intérêt. Je ne crois pas à un scénario de relèvement du taux d'intérêt des fonds fédéraux. La situation de la Réserve fédérale des États-Unis est très différente de celle de la Banque centrale européenne et c'est ce que je vais vous expliquer. Alors que cette semaine voit mercredi 17 juin, tout d'abord le Swissquote Trading Day à Lausanne, où j'espère vous y rencontrer, et aussi la première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, non pas de l'année, ni même du semestre d'ailleurs, première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis sous la présidence de Kevin Warsh, avec cette situation étonnante de voir à la fois dans le FOMC, parmi les membres permanents, donc le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, et aussi l'ancien président de la Réserve fédérale des États-Unis, Jérôme Powell, qui n'a pas quitté son siège de membre votant au sein du FOMC. Et voilà donc que nous allons avoir une décision de politique monétaire inédite où Kevin et Jérôme vont voter. Vont-ils s'aligner? C'est le patron de la Fed qui imprime la décision de politique monétaire de la Fed. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, vous expliquant pourquoi il était le chef d'orchestre et pourquoi et pourquoi Jérôme Powell serait un peu en retrait. Il n'empêche, il a un mot à dire, il a une voix, il va participer, il va partager son avis. Alors, les anticipations de marché ont été complètement bouleversées depuis le début des opérations militaires contre l'Iran. Souvenez-vous, enfin, vous ne l'avez pas oublié, samedi 28 février dernier. Bon. Oui, pourquoi? Parce que au début du mois de février dernier, le marché, les anticipations du marché, donc concrètement, comment ça fonctionne? Vous prenez les taux obligataires du marché, les taux d'intérêt du marché, les taux d'intérêt du marché monétaire et le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et ça dit implicitement les anticipations de la haute finance quant au rythme à venir, quant à la tendance à venir du taux d'intérêt de la Fed. Bon, début février dernier, le marché anticipait des baisses de taux, notamment pour cette première décision de politique monétaire. Rassurez-vous, la Fed ne va pas monter les taux cette semaine. Ce serait un choc de marché majeur. La probabilité, elle est négative. Voilà, donc pour cette semaine. Non, moi, quand je vous dis que je ne crois pas à un scénario de hausse des taux de la Fed, c'est parce que le marché, et je vais vous montrer dans cette vidéo les anticipations, voit une hausse de taux d'ici la fin d'année, en lien avec le pétrole, en lien avec la situation politique, le prix de l'énergie, etc. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas. Et il ne s'agit pas simplement de dire que Kevin Warsh a été nommé par Donald Trump et donc il ne montera pas les taux. Ça fait partie des raisons, mais je vais vous en montrer des plus concrètes qui montrent qu'en fait, la Fed n'est pas obligée de monter les taux pour contraindre l'inflation nominale. D'ailleurs, je vais aussi vous parler de l'inflation sous-jacente qui, elle, reste parfaitement sous contrôle. Donc, je vais revenir rapidement sur les attentes de la décision de politique monétaire de ce 17 juin. Je vais vous expliquer, je vous montre les anticipations de marché, je vous explique pourquoi moi j'y crois pas. Je dis aucune chance. Alors bien sûr, et si j'avais tort? J'ai déjà eu tort, vous le savez, parfois j'ai raison, parfois j'ai tort, je le reconnais. Et si j'avais tort? Et si ma conviction forte était une conviction erronée et que dans certains cas extrêmes, Kevin Warsh ou pas Kevin Warsh, Donald Trump ou pas Donald Trump, la Fed devait monter ses taux. Ces cas extrêmes existent. Ils ne sont pas actuellement en place. Et rien n'indique qu'ils ne le seront. D'ailleurs, la probabilité est selon moi faible. Mais malgré tout, il y a des cas extrêmes, donc si j'avais tort, je vais en parler. Et bien sûr, je ferai l'analyse technique du S&P 500, la mise à jour, l'analyse technique des taux d'intérêt, etc. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Alors comme ça, la Réserve fédérale des États-Unis de Kevin Warsh ne va pas monter le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et donc vous avez toute liberté de partager vos arguments dans la section des commentaires. Et donc, je vous montre comment je porte mon micro. Ça, vous savez, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd, ça me permet de jouer un peu comme ça. Avec mon micro, comme ça, on a l'impression qu'il vole tout seul quand on ne voit pas que je le tiens à la main. C'est parti, mon kiki. Dans exactement 5 secondes,
Regardez en bas à droite de l'écran. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, ben voilà, c'est bon. C'est parti, nous attaquons cette nouvelle édition du Top Gun, où effectivement, je pense que vous avez sous les yeux le plan. Vous avez aussi Kevin Warsh, beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau que Jérôme Powell. Ils sont comme point commun, eux, d'avoir gardé leurs cheveux. Quelle chance! Peut-être que dans une autre vie, je me demande si dans mes vies passées, en tant qu'adulte, j'avais des cheveux. Ou peut-être pas. Peut-être que réincarnation après réincarnation, finalement. Alors moi, je pense qu'il y a quand même une rotation. Bon, alors, cette semaine, première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis sous la présidence de Kevin Warsh. Kevin Warsh, le chairman de la Fed, première décision monétaire le mercredi 17 juin, avec, et ça c'est important, j'insiste, mise à jour des projections macroéconomiques. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que une décision de politique monétaire sur deux voit la mise à jour des projections macro. Une décision de politique monétaire standard, c'est un communiqué de presse, 2, une décision sur les taux. Une décision de politique monétaire plus aboutie, donc une sur deux, c'est un communiqué de presse, donc une décision sur les taux, et la mise à jour des projections macro. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première de Kevin Warsh, avec Jérôme Powell encore au sein du FOMC, et c'est une réunion où il faut mettre à jour les projections macro. Donc là, nous allons voir comment Kevin Warsh et son équipe, bien sûr, se projettent sur l'inflation. Et je vous rappelle que dans la mise à jour des projections macro, la Fed donne ses anticipations pour son propre taux d'intérêt. Donc on va voir en fait si la Fed ouvre la voie à une hausse de taux d'ici la fin de l'année. C'est ce que pense le marché. Bien sûr, d'ici là, les choses peuvent évoluer. Alors, bon, je dis, je ne crois pas à une hausse des taux d'intérêt du Fonds fédéraux. Et si pour le principe, d'ici la fin de l'année, passait une hausse de taux? Mais même ça, j'ai un peu du mal à y croire, en fait. Mais bon, c'est possible. En tout cas, au stade actuel, moi, je n'y crois pas. Je vais donc vous partager quand même des arguments qui ne sont pas, ce ne sont pas des demi-arguments. Kevin Warsh est donc le nouveau patron de la Fed. Vous êtes ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, à savoir an official website of the US government. Alors c'est intéressant de noter qu'on voit vraiment que c'est tout frais. Il n'a même pas de photo encore, l'ami Kevin Warsh. Et vous avez ici donc les membres du board, les membres permanents votants du FOMC. Kevin Warsh, chairman, Jefferson, vice-chair, Bowman, vice-chair, Barr, Lisa Cook, que d'ailleurs Donald Trump a essayé de dégager, n'a pas réussi, Christopher Waller et, oh, incroyable, Jerome Powell is here. Alors Kevin Warsh, vous avez donc sa petite histoire, voilà, ils n'ont pas encore eu le temps de lui mettre une photo coming soon, c'est donc tout frais. Cette décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, je suis toujours sur le site de la Fed, s'accompagne donc ici, 17 juin, d'un petit astérix. Ce petit astérix signifie que la Fed va mettre à jour ses projections macro. C'est-à-dire que vous allez avoir une décision sur les taux, vous allez avoir un communiqué de presse avec un certain nombre d'informations, et notamment les premiers paragraphes vont préciser la pensée de la Fed sur l'inflation et sur l'emploi, et vous allez surtout avoir la mise à jour de ce tableau qui donne les anticipations macroéconomiques de la Fed en termes d'emploi, de croissance économique, d'inflation et surtout ses propres taux d'intérêt. Le marché va regarder les anticipations pour la core inflation, qui, vous allez voir, je vais vous remontrer, reste sous contrôle malgré les événements géopolitiques. En fait, c'est que l'inflation nominale qui rebondit fortement. Mais le marché va regarder ça. Est-ce que la Fed va confirmer pour 2024 qu'elle ne va pas toucher à son taux d'intérêt des fonds fédéraux, actuellement donc à 3,75%? C'est ce que veut regarder, c'est ce que le marché a besoin d'être rassuré par cela. Donc, cette première décision de politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh est probablement le fait fondamental le plus attendu de cette seconde partie du mois de juin. À un moment où les choses voilà, il n'y a pas de liaison à faire, les choses ont été, ont été bouleversées, complètement chamboulées depuis la fin du mois de février dernier.
puisque, et j'arrive avec des illustrations à l'appui, au début du mois de février dernier, le marché anticipait une baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, donc, justement pour cette décision du 17 juin. Alors, rassurez-vous, il n'y aura pas de hausse d'auto cette semaine. S'il y en a une cette semaine, le marché fait -20 instantanément, parce que c'est absolument pas dans le champ de vision du consensus. En revanche, d'ici la fin d'année, le marché anticipe un relèvement une seule fois du taux d'intérêt des fonds fédéraux, actuellement à 3,75. Alors, lorsqu'on parle du taux d'intérêt des fonds fédéraux, on donne une fourchette. C'est 3,50, 3,75, mais lorsqu'on doit donner un taux, on donne la partie haute de la fourchette. Et donc, ces anticipations, vous allez voir, sont étonnantes. Pour visualiser ces anticipations, je commence par vous montrer ce graphique qui nous vient de Bloomberg, Fed Policy Path Projections. Vous avez la situation au 27 février dernier, donc la veille du début des opérations militaires contre l'Iran, et la situation au 5 juin. Et vous pouvez voir donc que, avant le début du conflit, il y avait vraiment des anticipations de baisse de taux. Et voilà quelles sont maintenant les anticipations des taux concernant le taux de la Fed. Alors attention, c'est une hausse de taux. Le marché anticipe une hausse de taux. Vous avez d'ailleurs pour ça l'outil CME Fed Watch Tool qui nous dit que la Fed va passer une hausse de taux d'ici la fin d'année. Donc, quand je dis que je ne crois pas à une hausse des taux d'intérêt des fonds fédéraux, le consensus, c'est une hausse de taux. La vraie question, donc, est-ce que cette hausse de taux peut passer, peut-être pour assurer la crédibilité de la Fed ou pas? Les choses ne sont pas acquises. D'ailleurs, la situation inflationniste peut tout à fait se normaliser d'ici la fin d'année. Mais le marché va surtout regarder l'inflation sous-jacente. Bon, donc là, pour la réunion du 17 juin, il n'y a pas d'anticipation de hausse de taux. Moi, en fait, c'est à ça que je ne crois pas, et je vais donc illustrer mon propos. Je vous rappelle qu'actuellement, donc, le taux de la Fed est à 3,75, qu'il est stable depuis le mois de décembre dernier, mais qu'il avait fait un plus haut à 5,50, et que depuis donc, le mois de septembre 2024, il est passé de 5,50 à 3,75. Alors, au même moment, le taux de l'intérêt de la BCE, lui, est passé de 4,5 à 2,15. Bon, de 4,5 à 2,15, la BCE a une marge de manœuvre pour relever son taux d'intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Notez que dans le même temps, le bilan de la Fed remonte légèrement, puisque vous le savez, depuis le mois de décembre dernier, la Fed a engagé un QE technique pour assurer un bon fonctionnement du marché monétaire. Nous en sommes donc ici. Le marché anticipe une hausse du taux de la Fed d'ici la fin de l'année 2026. Et d'ailleurs, le taux obligataire US à 2 ans reste en zone d'alerte. En fait, de quoi s'agit-il? Le marché donne un message. Et c'est là où il y a un problème de crédibilité si ça traîne trop. Le taux d'intérêt qui anticipe le mieux le taux de la Fed, c'est le taux obligataire à 2 ans. Lorsque le taux obligataire à 2 ans est au-dessus du taux de la Fed, c'est que le marché juge que les fondamentaux exigent une hausse du taux de la Fed. Au contraire, lorsque le taux du marché à 2 ans, le taux obligataire de l'État fédéral américain, est sous le taux de la Fed, c'est que le marché estime que la situation macro demande une baisse des taux. Et là, actuellement, le taux à 2 ans est assez nettement au-dessus du taux de la Fed. Bien sûr qu'il peut redropper très vite. Donc, un accord, une amélioration de la situation géopolitique, si le taux à 2 ans revient au niveau du taux de la Fed ou tombe en dessous, c'est fini. Il n'y a plus d'anticipation d'hausse de taux. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons faire l'analyse technique de ce taux d'intérêt. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, il se situe au-dessus. Il est là. Mais notez d'ailleurs qu'il est sous cette résistance. Je vais vous montrer ça sur un graphique de plus long terme. Voilà, on est vraiment calé là-dessous. Moyenne mobile à 200 semaines. Le taux d'intérêt de la Fed est ici, 3,75, sous cette trend-line. Donc d'un point de vue technique, il y a un vrai risque si on casse cette trend. Par contre, en cas de rejet baissier sous cette trend-line, et d'ailleurs on pourrait voir ici le début un peu d'une divergence, bon, eh bien si on retombe comme ça, c'est que le marché, mais au stade actuel, voilà, il a le taux de la Fed 3,75, le 2 ans 4,13. Là, ça veut dire que le marché donne un message. Attention, normalement, le taux de la Fed devrait être plus haut.
Mais la Fed va pas y toucher cette semaine. Il y a donc une anomalie. Il va falloir la justifier. Peut-être que la Fed de Kevin Warsh va dire que voilà, une fois le conflit terminé, l'inflation va retomber ou l'inflation sous-jacente, il y a plein de choses. Bon. Mais en tout cas, voilà, le marché semble demander une hausse de taux. Et en face de ça, si ce n'est pas le cas, c'est la crédibilité de la Fed dans son mandat de lutte contre l'inflation qui pourrait être mise en difficultad. Je continue et j'arrive à la partie où je vous explique pourquoi je pense, pourquoi je pense que la Fed ne va pas monter son taux d'intérêt cette année. J'ai rassemblé des raisons qui sont nées dans ma petite tête. Et ma petite tête permet de vous donner un certain nombre d'arguments. Ces arguments sont rassemblés dans ce tableau. Et nous allons donc, ligne par ligne, reprendre ces arguments et les illustrer. Tout d'abord, premier facteur de base. Le taux de la Fed est déjà restrictif. Oui, un taux d'intérêt à 3,75%, c'est ce que montrent toutes les études macroéconomiques, notamment en lien avec l'économie américaine. Autant le taux de la BCE à 2,15 était en neutralité, et donc un taux neutre ne fait pas son job quand l'inflation nominale remonte, autant le taux de la Fed à 3,75 est encore en territoire restrictif. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs sur ça quelle est la cartographie en général qui est présentée pour les taux d'intérêt US. Le taux neutre est estimé, c'est-à-dire c'est ni stimulus ni un frein significatif. Le taux neutre pour l'économie américaine est situé, selon les économistes, entre 2,5 et 3. Au-dessus de 3,5, c'est restrictif. Donc, le taux de la Fed à 3,75 est déjà un instrument de lutte contre l'inflation. Ça, c'est donc un premier argument. Je continue. Ce qui compte, c'est la conjonction de tous ces arguments qui rend peu probable, selon moi, une hausse du taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed passe une hausse de taux, je me serais planté, mais en même temps, il y a des cas extrêmes dans lesquels elle peut agir, et j'y arrive. Deuxième ligne, la BCE. Le cas de la BCE est différent. Tout le monde me dit, regarde la BCE. Oui, mais la BCE, son taux, je vous l'ai montré tout à l'heure, était tombé à 2,15. 2,15. C'est complètement neutre, voire même légèrement accommodant. Compliqué de laisser un taux à 2,15 si l'inflation rebondit. Bon. En tout cas, elle a plus de marge de manœuvre que la Fed. Troisième argument, et là, c'est le plus costaud, je pense. Enfin, un des plus costauds. L'inflation sous-jacente est maîtrisée. Je vous rappelle que les banques centrales regardent l'inflation sous-jacente ou corps, celle qui exclut les éléments volatiles comme le prix des matières premières. Bon, parce que ça retombe, les matières premières, c'est cyclique. Et là, en plus, c'est une contrainte d'offre. Vous rouvrez le détroit d'Ormuz, en 2 mois, on n'en parle plus. Voilà. Bon, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est pas lié à une surchauffe de l'économie, ce rebond de l'inflation. C'est une contrainte d'offre. C'est très différent. Bon. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce que montrent d'ailleurs les chiffres et les anticipations, vous avez là donc l'inflation, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Fed. Là, vous avez le CPI. Oui, le CPI nominal est remonté à 4%, mais le corps est stable à 2,80. L'inflation sous-jacente ne bouge pas. L'inflation sous-jacente ne bouge pas. Parce qu'il y a des pressions des inflationnistes extrêmement fortes, notamment du côté des services et du côté de l'immobilier. Ils n'ont rien à faire. Parce que la demande est cassée. En plus, la remontée des taux, ça ne va pas aider. Et tous les indicateurs avancés, tous les indicateurs temps réel de l'inflation immobilière montrent qu'elle est archi basse et qu'elle tend à zéro. Donc, la Fed n'a aucune raison de remonter ses taux tant que l'inflation sous-jacente est sous contrôle. En plus, une fois la normalisation géopolitique acquise, rapidement, l'inflation nominale va se normaliser toute seule, puisque la contrainte d'offre va sauter. Tout va prendre du temps, vous le savez, on en a parlé 1000 fois. Mais en tout cas, si vous voulez le risque d'une Fed qui monte ses taux, c'est de casser l'économie et la croissance. Si la Fed se met à enchaîner les hausses de taux, l'inflation nominale, alors que l'inflation sous-jacente en plus est faible, derrière, vous cassez la croissance, le chômage remonte. Et n'oubliez pas, dans son mandat, il n'y a pas que l'inflation. Il y a la croissance et l'emploi. Donc, il y a aussi une logique. Quand je dis la Fed ne va pas monter les taux, ce n'est pas parce que j'ai pas envie qu'elle les monte. C'est pas une posture. Il y a une logique. Voilà. Donc, en tout cas, l'inflation sous-jacente est parfaitement sous contrôle. Pour le moment, il ne faudrait pas que le conflit dure 6 mois de plus. Ça, je suis complètement d'accord. Trueflation, l'inflation temps réel nominale, elle aussi est sous contrôle.
elle est toujours sous 2%. Il y a quand même un certain nombre de choses qui montrent qu'il y a des pressions désinflationnistes dans d'autres compartiments que l'énergie qui viennent équilibrer la hausse du prix du pétrole. D'autre part, quatrième argument, les taux obligataires sont déjà restrictifs. J'ai pu vous faire une vidéo spéciale sur ce sujet en vous montrant notamment donc, les taux obligataires de long terme américains, le 10 ans, le 30 ans. Là, j'avais fait cette cartographie de long terme. Je vais vous montrer ici les taux. Donc, le 10 ans américain, le 10 ans américain qui est en zone qui est déjà extrêmement élevé, le 20 ans américain, le 30 ans américain, voilà, qui est vraiment en zone d'alerte rouge. S'il fait sauter ça, on est proche du stress financier. Vous voyez, l'économie, les taux obligataires du marché, c'est la contrainte sur l'économie. Euh, c'est la contrainte sur l'économie. C'est déjà en zone restrictive ou proche de l'être. Les taux du marché sont déjà en zone restrictive. Je vous avais montré donc, que nous étions actuellement dans cette zone de tension. Ça, c'est l'extrait d'un Top Gun que je vous ai proposé il y a quelques semaines. Euh, Pourquoi la Fed irait en rajouter alors que le marché applique déjà des conditions financières restrictives? Je continue mes arguments. La Fed a lancé un QE technique depuis décembre dernier parce qu'il y a du stress sur le marché monétaire. Si elle se mettait à remonter les taux, elle augmenterait encore ce stress sur le marché monétaire. Je vous remontre d'ailleurs que depuis donc décembre dernier, le bilan de la Fed remonte. Elle est dans une optique, la Fed, où elle essaye de sécuriser la situation sur le marché monétaire. Et la meilleure façon de le faire, c'est de comparer ce qu'on appelle le taux SOFR pour Secured Overnight Financial Rate Data, rate, pas data, enfin, c'est données du SOPR, comparé au taux de la Fed. Il ne faut jamais que ce taux-là, c'est le taux auquel les banques se prêtent entre elles en mettant en collatéral des bonds US, ne dépasse le taux de la Fed. Il y a 3,60. Si la Fed se met à durcir sa politique monétaire, alors que déjà il y a du stress sur le marché monétaire, ça peut être tendu. C'est pas son optique. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue de la liquidité des taux du marché, il y a déjà des conditions assez restrictives. Alors ensuite, bien sûr, le choc géopolitique, la hausse du prix du pétrole, le rebond de l'inflation nominale, c'est d'abord une contrainte d'offre, et celle-ci, on sait qu'elle est provisoire. Donc déjà, vous avez ici des arguments qui vont au-delà du simple fait que Kevin Warsh a été nommé par Trump. Il y a une réalité fondamentale qui ne justifie pas forcément l'urgence de monter des taux. Ensuite, bien sûr que dans mon tableau, j'ai mis la pression politique. Bien sûr, Trump avait bien déclaré qu'il n'avait pas nommé Kevin Warsh pour qu'il remonte les taux. Donc, mais bien sûr que la Fed est indépendante. D'autre part, la gouvernance du FOMC est maintenant nettement plus fragmentée qu'avant. Je vous remontre la composition du FOMC. C'est un tableau que je vous avais présenté, que j'ai mis à jour dans un Top Gun il y a quelques semaines, vous expliquant donc que désormais, donc dans le FOMC, vous avez à la fois Kevin Warsh et Jerome Powell. Et vous avez en fait, si vous voulez, pour obtenir, ils sont 12, il faut obtenir 7 voix pour obtenir une hausse de taux. Si c'est du égalité 6 pour 6, c'est Kevin Warsh qui décide. Et on peut imaginer qu'il ne votera pas en faveur de la hausse des taux. Donc, voilà, obtenir une hausse de taux d'un point de vue politique interne à la Fed est aussi compliqué. Donc ça, c'est un argument de plus. D'autre part, bien sûr, le leadership donc, de Kevin Warsh qui a longtemps déclaré que lui, il préférait agir sur le bilan de la Fed plutôt que sur les taux d'intérêt. Et enfin, dernier argument, le rebond de l'inflation nominale, actuellement, ce n'est pas la surchauffe du marché du travail. C'est la contrainte d'offre liée au détroit d'Ormuz, la contrainte d'offre de pétrole. Regardez les tout derniers chiffres du rapport NFP. La croissance des salaires, elle est en baisse. La croissance des salaires US est en baisse. Donc, il n'y a pas de surchauffe salariale. Donc, pour résumer, pas de surchauffe de l'inflation corps, pas de surchauffe salariale, plus tous les autres éléments que je vous ai montrés, vous voyez qu'il y a quand même des arguments assez tangibles pour dire que la Fed ne procédera pas à un relèvement du taux d'intérêt des fonds, des fonds fédéraux, sans que ce soit juste une posture que je m'amuse à adopter. Alors, et si j'avais tort, bien sûr, les cas extrêmes de hausse forcée malgré la présidence de Kevin Warsh, car oui, il y a des cas extrêmes de hausse forcée du taux d'intérêt des fonds fédéraux, malgré la présence donc de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Ces cas extrêmes, au final, on en a déjà parlé, on vient plus ou moins d'en parler. Le premier, bien sûr,
l'inflation corps qui s'emballe. Rien ne le montre, mais c'est sûr que si Hormuz reste bloqué 6 mois de plus, au moins un autre, ça peut venir avoir un effet de contamination générale. Là, ça devient plus compliqué. Et là, si vous voulez, dans le cas d'un emballement de l'inflation corps, si la Fed ne monte pas les taux, le marché s'écroulera de toute façon parce qu'il n'y aura plus de crédibilité dans le mandat de lutte contre l'inflation. Un emballement des salaires. Mais là, je vais vous montrer que ce n'était pas le cas. OK. Un pétrole qui se maintiendrait au-dessus des 100 dollars pendant des mois et des mois, bien sûr. Donc voilà, les anticipations d'inflation, un effondrement du dollar du fait justement d'un manque de crédibilité de la Fed. Là, la Fed, elle n'a pas le choix, elle devra relever les taux. Mais vous voyez que ce sont quand même des cas extrêmes et que pour le moment, ces cas extrêmes, notamment l'emballement de l'inflation corps ou un emballement de l'inflation salariale, ne sont pas réunis. Et je termine donc par un point sur l'indice S&P 500. L'indice S&P 500, je vous rappelle donc que je vous ai proposé il y a maintenant quelques semaines un point donc sur l'aspect moyen-long terme, en vous rappelant qu'il y aurait toujours des corrections à court terme, toujours des retours sur support, un S&P 500 qui alterne impulsion range, impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement, impulsion retracement. Les choses restent parfaitement sous contrôle. Le marché pourrait revenir tester son support à 7030 points, l'ancien sommet, le canal dont il est sorti par le haut. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku qui définit une zone support comprise ici entre la moyenne mobile à 50 jours et le Kumo Daily du système Ishimoku. Et donc le marché peut retracer une partie de cette zone. Je peux d'ailleurs y appliquer un ratio de retracement de Fibo, prendre la dernière jambe de hausse et appliquer les principaux ratios de retracement. Et dans un marché comme ça, structurellement bullish, se concentrer du côté du 38,2 et du 50%. Ça donne donc une grosse zone support comprise entre 7000 et 7150 points. 7000 et 7150 points, ce que je vois être le max drawdown à court terme, avant que se réengage la tendance haussière de fond. Tendance haussière de fond qui est parfaitement active. À court terme, l'effet d'une divergence baissière extrêmement nette ici en données journalières, il faut qu'elle se dégonfle, c'est-à-dire que le RSI doit revenir en zone de survente. Une fois le RSI revenu dans cette zone, ce qui ne va pas tarder, une fois le prix revenu dans cet intervalle, d'ailleurs il y a travaillé ici avec cette mèche, il devrait trouver ici un support pour réengager sa tendance haussière de fond. Cette dernière tendance haussière de fond est haussière. Le potentiel fondamental, j'en ai parlé dans mon Top Gain il y a 2 semaines. Il y aura toujours des corrections à court terme. Vous le savez, je le répète toujours, mais ces dernières sont construites, contenues dans des proportions réduites et sont à chaque fois des opportunités. Merci à toutes et à tous de votre attention. Passez une excellente semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.